Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de pouvoir lancer cette 10e édition de BD Bulle. Alors, pour rappel, BD Bulle, c'est donc notre prix BD qui est accessible à partir de 15 ans. Pour y participer, vous pouvez vous inscrire auprès de la médiathèque et emprunter à chaque fois une BD pour une semaine. Vous pourrez ainsi voter après la lecture de 6 bandes dessinées. Le bulletin de vote sera retiré au bureau d'accueil et la clôture aura lieu certainement courant juin. Et sans plus attendre, on va vous dévoiler la sélection. Voici la première bande dessinée, Les naufragés de la Méduse de Bordas et de Venay. C'est une BD plus genre historique, puisque nous assistons à l'histoire du peintre Géricault, avec son tableau Les naufragés de la Méduse. Nous sommes à Paris en 1817, et Géricault va donc se passionner de l'histoire de ce naufrage. Il va recueillir les témoignages de 2 survivants, et assister aussi au procès pour récolter tout le récit, toute l'histoire. Et en parallèle de cette investigation de Géricault, nous avons aussi l'histoire du naufrage, avec cette frégate, les peurs, la violence, tout le traumatisme et le tragique dénouement de ce naufrage. Donc nous avons une bande dessinée plutôt aquarelle, un peu ambiance peinture aquarelle, très intéressante, captivante, et voilà, un portrait encore de notre histoire très intéressant. Alors, je vais enchaîner en vous emmenant directement dans le futur, à une période indéterminée, avec Planeta Extra d'Agrimbo et Hippolyte. Alors là, comme je vous le disais, on est dans un futur plutôt lointain, mais sans savoir trop à quelle période. La Terre est de plus en plus difficilement vivable, elle est surpeuplée, trop urbanisée, c'est assez compliqué. Mais grâce ou à cause du progrès, les hommes ont réussi à coloniser la lune de Jupiter, qu'on appelle Luna Europa. Sauf que pour aller vivre sur cette lune, il faut forcément avoir beaucoup de moyens et réussir à obtenir un laissez-passer pour aller s'y installer. Ici, on va suivre la famille de Kike. Kike, c'est un déménageur qui essaye de survivre comme il peut, qui tombe parfois dans des plans pas toujours très honnêtes. Et un soir, Kike, il va rentrer chez lui pour le repas familial, et sa fille Brenda revient de quelques mois qu'elle a passés à Paris, et elle leur présente son futur mari, qui est beaucoup plus vieux qu'elle, beaucoup plus riche, et elle leur annonce aussi qu'elle a décidé de partir avec lui et vivre sur Luna Europa, ce qui va forcément changer beaucoup de choses dans cette famille. Ce qui est intéressant dans cette bande dessinée, c'est que déjà on a des personnages qui, malgré le fait que ce soit un futur plutôt pessimiste et qui vivent les personnages vivent des situations qui ne sont pas toujours très simples, il y a quand même un côté drôle, c'est assez rythmé, on a des personnages qui sont assez truculents. Donc ça apporte quand même un peu de légèreté à l'histoire. Et puis il y a aussi un décalage entre le fait qu'on se trouve dans le futur et en même temps qu'il y a une esthétique qui est très des années 80-90. On retrouve les voitures volantes, les vêtements comme dans les films de science-fiction en fait, de cette époque-là. Donc ça crée un décollage qui est assez intéressant. Donc voilà, une bande dessinée à découvrir sur notre potentiel futur. Peau d'homme de Hubert et Zanzime. Nous sommes à la Renaissance, en Italie. Bianca, cette jeune femme de bonne famille, va devoir épouser Giovanni. Mais pour Bianca, elle se pose beaucoup de questions, et notamment ce qui la dérange, c'est de ne pas connaître son futur époux. Et elle exprime sa déception à sa famille, et notamment sa tante. Et sa tante a un secret plutôt succulent. Elle possède dans une malle une peau d'homme. Donc elle va lui confier ce secret, et Bianca va s'emparer de cette peau, vêtir de cette peau et devenir un homme. Et grâce à cela, elle va découvrir l'identité de son mari et voir aussi comment les hommes vivent à cette époque. Et elle va faire des découvertes très intéressantes sur son mari. Mais ça va peut-être être un jeu un peu dangereux. Jusqu'où va-t-elle aller? Qu'est-ce qu'elle va découvrir? Comment son mari va réagir? Bref, plein de questions.
Et cette bande dessinée, elle est remplie aussi de questionnements sur la sexualité, le genre, voilà, au niveau des mœurs, vraiment très riche sur cette thématique-là. Alors ensuite, on vous propose Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff. Donc là, il s'agit d'une biographie, puisque c'est vraiment la vie d'Anaïs Nin qui va être racontée dans cette BD. Anaïs Nin, vous la connaissez peut-être pour son côté romancière. Elle a écrit notamment Vénus Erotica, qui est probablement son livre de nouvelles érotiques le plus connu. Donc là, on rencontre Anaïs Nin, elle vient d'arriver à Louvciennes avec son mari. Anaïs Nin, c'est un personnage qui a été déraciné plusieurs fois, qui parle plusieurs langues. Et là, elle est dans une phase où elle regrette un peu sa vie parisienne, elle regrette un peu la vie à New York. Elle a suivi son mari qui est banquier et elle trouve qu'il passe énormément de temps à la banque et qu'il oublie un peu son côté poète. Et elle a vraiment envie de cultiver son talent d'écrivaine. Elle écrit un journal depuis qu'elle a 11 ans et donc on va suivre un peu sa vie au quotidien, l'écriture de ce journal dans lequel elle a créé une espèce de forme d'alter ego de femme. Et elle va aussi, à cette période-là, énormément explorer sa sensualité, sa sexualité, parfois en allant dépasser certaines limites qui peuvent être déroutantes, voire choquantes. Mais voilà, c'est toute cette histoire et cette réflexion qui va nous être racontée dans cette bande dessinée. Alors Léonie Bischoff, il y en a peut-être certains parmi vous qui s'en rappellent, on l'avait reçue à Sablé il y a quelques années pour La Princesse des Glaces. Et là, on la retrouve dans un style de dessin qui est assez différent et qui est vraiment très intéressant à découvrir. C'est vraiment très particulier ce côté dessin presque dessiné au pastel, on a l'impression par endroits. Voilà, donc une vie assez surprenante à découvrir dans Anaïs Nin sur la mer des mensonges. Aldobrando de Crichton et JP. Là, nous sommes plongés dans un monde médiéval. Ce jeune homme, Aldobrando, a été accueilli par un magicien, une sorte de magicien. Son père l'a confié à cet homme pour un peu finir son éducation et le préserver de la vie extérieure. Seulement, ce vieil homme décide lors d'une création de potion, bref, voilà, est blessé. Et finalement, Aldobrando, il va être envoyé chercher une plante dans la forêt. Mais cette recherche s'avère très difficile, il ne sait pas vraiment quelle plante il cherche, et puis il va surtout rencontrer un autre homme qui vient d'assassiner le roi, enfin, qui est soupçonné de meurtre. Et en fait, va s'enchaîner plein d'aventures, plein de rencontres pour Aldobrando qui va au fil de cette BD finalement grandir, découvrir la vie d'une façon aussi philosophique avec cette naïveté qu'il a puisque il a des yeux vraiment d'un homme voilà, neuf, la réalité de la vie, ce que c'est l'amour, ce que c'est le pouvoir, les hommes, enfin voilà. Donc vraiment une belle découverte aussi à travers les yeux de ce personnage. Elle était une fois Céleste, orpheline, recueillie au cœur de la montagne, petite dernière d'une famille de 6 frères, jeune femme, avide de connaissances, arpenteuse invétérée de l'horizon, des cimes et des océans, familière des sirènes et des sorcières, princesse sérénissime, régisseuse du vaste monde et géante véritable. Géante. Histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté, de Dévenay et Tamarit. Alors là, on vous invite vraiment à rentrer dans cette BD comme dans un conte. Tout démarre comme dans un conte de fées. Un bûcheron, qui est le père de 6 garçons, va un jour trouver un bébé dans un fossé. Mais ce bébé, il est très particulier. Il est vraiment très grand pour un bébé et plutôt très lourd aussi. Il ramène ce bébé chez lui
Et au départ, lui, il pense plutôt le redéposer à l'hospice le lendemain. Mais ce bébé, c'est une fille. Et sa femme, elle arrive à le convaincre de garder cette fille, parce qu'après avoir 6 garçons, elle a envie d'en avoir une. Céleste, puisqu'ils vont la nommer comme ça, c'est un véritable cadeau du ciel. Et elle va grandir dans cette famille avec une enfance plutôt heureuse, mais elle a vraiment envie de partir voyager et découvrir le monde. Sauf que, au départ, on l'en empêche un peu parce que Céleste, c'est une femme, et Céleste, elle est vraiment très différente des gens avec sa grande taille. Alors toute la question, c'est est-ce que le monde est trop petit pour Céleste, ou est-ce que c'est Céleste qui est trop grande pour les esprits étriqués? Eh bien Céleste, elle va partir en voyage, et elle va grandir lors de ce voyage, c'est presque raconté en fait comme un voyage initiatique. Elle va nous faire grandir aussi, nous faire réfléchir sur pas mal de choses, sur les préjugés qu'on peut avoir sur les gens, sur la différence, sur l'acceptation de soi, et aussi sur le fait de croire en ses rêves. C'est vraiment une bande dessinée qui est très belle et qui invite au voyage, qui invite à rêver, et qui est bien moins naïve que ce qu'on pourrait croire. Le jardin de roses de Hervé Dufaux. C'est l'histoire de Françoise, la cinquantaine, en recherche d'emploi. Plutôt une vie un peu morose selon elle, qui a plutôt consacré sa vie à son mari et son fils. Et qui se rend compte que voilà, elle n'a pas grand-chose autour d'elle. Elle est amie avec Rose, une vieille dame qui vient de faire une chute et qui a la jambe dans le plâtre. Donc Françoise aide son amie voilà, de différentes façons. Et un jour, Rose reçoit une lettre qui lui annonce qu'elle a enfin réussi à obtenir un carré de verdure dans un jardin collectif. Et Rose, étant plâtrée, ne peut pas du tout s'occuper de ce petit jardin et elle demande à Françoise de le faire. Françoise se sent obligée d'accepter, mais elle n'y connaît absolument rien. Et finalement, elle va s'investir, faire des belles rencontres, et ça va finalement lui donner un élan dans sa vie, une autre raison de vivre. Enfin, c'est un vrai retour à la terre. Cette bande dessinée, elle est remplie de douceur. C'est une belle leçon de vie, une belle expérience de vie plutôt. Voilà, toute dans la plongée dans la réalité de cette femme. Et ça donne aussi plein d'optimisme en ce moment. Et ça fait du bien. Voilà, exactement. Alors, L'amant de Kan Takamaha. Donc là, il s'agit d'une adaptation du roman de Marguerite Duras. Alors, on retrouve vraiment l'histoire de l'amant. Donc, on suit la jeune fille qui est la narratrice, qui vit en Indochine avec sa mère qui est veuve et ses 2 frères. Et donc, régulièrement, elle prend le bac pour traverser le Mékong pour aller rejoindre le pensionnat de son lycée. Et un jour, sur le bac, elle va faire la connaissance d'un Chinois qui est assez riche et ils vont nouer une relation amoureuse qui est passionnelle, pleine de relations sexuelles, d'argent, enfin voilà, une relation qui va faire médire un peu autour d'elle. Elle va subir la honte, la jalousie. Et en même temps, il y a cette relation qui est très forte et qui est vraiment très très importante pour elle. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a forcément certains passages du roman qui sont un peu squeezés, mais en même temps, l'histoire est vraiment respectée. On a les grandes lignes qui sont très très bien retranscrites. Et une des forces de cette bande dessinée, c'est que Kan Takamaha est allée plusieurs fois au Vietnam sur les traces de la famille Duras et elle s'est vraiment inspirée des paysages, des lieux qu'elle a pu aller visiter. Et du coup, ça nous plonge dans une atmosphère qui est vraiment très réelle et très concrète, quoi. Et on retrouve vraiment l'ambiance, que ce soit du roman de Marguerite Duras ou même de l'adaptation du film, si vous n'avez vu que celle-là. Voilà, c'est vraiment une adaptation qui est réussie.
Ama, le souffle des femmes de Manguin et Bec. Ama, le titre. Ama, en fait, c'est le nom que l'on donne à des femmes plongeuses qui vont pêcher des ormeaux. Alors vous voyez, c'est des femmes dénudées, attachées juste avec une simple corde. Donc c'est une culture japonaise et l'histoire se passe sur l'île de Egura. Et ces femmes ont cette particularité, voilà, d'exercer ce métier, pas toujours facile, un métier plutôt rude, et nous découvrons Isoé. J'ai du mal avec les prénoms. Isoé, c'est une des meilleures pêcheuses de l'île, et elle est accompagnée de son mari, qui est aussi le Toméo, je crois. Voilà, qui veut dire qu'en fait, lui, il s'occupe d'emmener la pêcheuse dans la barque, il surveille toute cette pêche. Voilà, c'est sa fonction. Donc voilà, on a des rôles bien précis. Et donc, Isoé, voilà, elle a plein de vergne, elle est très volontaire, mais elle a son caractère. Et il va débarquer sa nièce qu'elle n'a jamais vue. Et on va découvrir un vrai secret de famille, cette nièce aussi qui cherche à connaître la vérité, son identité, qui va aussi apprendre ce métier, sa culture, qui va redécouvrir les coutumes. Donc très intéressant sur ce volet aussi de femmes. On a un dessin très beau en bichromie, et qui est vraiment parfait aussi pour ces paysages, cette vie insulaire et puis toute cette culture japonaise. Donc une bande dessinée aussi très agréable et qui m'a vraiment beaucoup appris aussi sur ces cultures. Alors là, on va refaire un petit bond dans l'histoire, puisque on se retrouve à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans cet album « Seul à Berlin » de Nicolas Juncker. Alors Nicolas Juncker, il faut savoir qu'il a une petite particularité, c'est qu'il est originaire de Sablé. Et dans cet album, il nous raconte l'histoire de deux femmes. Donc on est en avril-mai 1945 à Berlin, donc vraiment à la fin de la guerre. Berlin, à ce moment-là, a été quasiment rasé par les différentes bombes, que ce soit les bombes alliées, russes ou même les bombes allemandes. Donc on est vraiment dans une ville en ruine. Et on va rencontrer Ingrid, qui elle a 28 ans, qui est allemande, qui travaille pour Rouge et qui a subi énormément de violences, entre les violences du régime nazi, les violences de la guerre et puis les violences aussi de la libération, parce que les armées libèrent certes, mais pillent aussi, tuent et violent régulièrement. Et donc elle va rencontrer une autre femme qui s'appelle Yevgenia. Yevgenia, elle est russe, elle a 19 ans, elle est pleine de vie. Et elle appartient à une unité du NKVD qui a été envoyée à Berlin avec une mission très précise qui est celle de retrouver la dépouille d'Adolf Hitler et de l'identifier. Et donc ces deux femmes, à l'origine, tout les oppose. Il y a peu de chances qu'elles se croisent un jour dans leur vie, mais là, elles vont être obligées de cohabiter. Et peu à peu, va se nouer entre elles deux une forme d'amitié assez importante, puisqu'elles vont se retrouver sur certaines choses qu'elles ont vécues. Alors c'est une BD qui est en noir et blanc, un peu historique, qui va vraiment nous replonger dans cette époque. Et malgré les choses dures qui sont traitées dans la bande dessinée, il y a aussi une certaine forme de force qui se dégage de ces deux femmes, qui malgré toutes les violences qu'elles vont subir l'une et l'autre, eh bien, restent droites et avancent comme elles peuvent dans cette histoire. On approche de la fin. La dernière rose de l'été de Luca Harari. Une bande dessinée plutôt policière, intrigante. Cet homme rencontre son cousin comme ça de manière hasardeuse à Paris. Lui, il a un petit boulot dans un lavomatique, et il rêve de devenir écrivain. Et donc son cousin lui propose de garder une maison dans le sud, une très belle villa,
pour l'été, parce que voilà, il y a des travaux, il a besoin de quelqu'un pour assurer un gardiennage. Et donc, il va partir dans cette vie-là, il va avoir de longs moments de solitude, parfait pour son écriture, pour se plonger dans l'écriture de son roman. Mais il y a une maison à côté avec des voisins qui sont plutôt étonnants, intrigants, avec une jeune fille aussi qui sort, qui a des amis, et voilà, il est souvent à les observer. Jusqu'au jour où cette jeune fille va s'adresser à lui, ils vont commencer à échanger, et voilà, il va y avoir des choses qui vont se passer, il va chercher à en savoir plus, et vous verrez le dénouement après de l'histoire. On a un graphisme très original, des couleurs très vives, très rosées, un peu saupoudrées et un peu côté vintage aussi. Alors elle peut paraître peut-être un peu conséquente, mais nous avons des grandes pages aussi qui vraiment retracent la solitude aussi du personnage. On est baigné dans une ambiance un peu aussi voilà, de mer calme, et puis voilà, il va y avoir des éléments qui vont arriver. Une bonne intrigue. Et donc pour terminer cette sélection, la dernière bande dessinée, un travail comme un autre d'Alex Inker. Donc là c'est une adaptation d'un roman de Virginia Reeves. L'histoire se passe au début du XXe siècle, on est dans les années 1920-1930 aux États-Unis. Et le héros, Roscoe, il est fasciné par quelque chose qui vient d'arriver et de révolutionner un peu la société. C'est l'électricité. Et vraiment, c'est quelque chose qui le passionne. Il veut en faire son travail, sauf que la vie va faire qu'il va rencontrer Marie, tomber amoureuse d'elle, et Marie, elle va hériter d'un domaine familial, et ils vont devoir partir tous les deux, s'installer sur cette exploitation pour essayer de la faire vivre. Sauf que c'est compliqué sur l'exploitation, et qu'il frôle la faillite. Et là, Roscoe, il va avoir une idée, qui est celle de détourner une ligne électrique de l'Alabama Power. Sauf que ça ne va pas se passer tout à fait comme prévu, et qu'il va arriver un drame qui va littéralement faire basculer leur vie. On est sur une bande dessinée qui est en bichromie, donc avec cette importance du rouge. On est parfaitement replongé dans l'ambiance des années 1920-1930 avec les difficultés du monde ouvrier, la Grande Dépression, en même temps le grand changement qu'apporte l'électricité. C'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là parce qu'on découvre un peu en fait l'envers du rêve américain. Roscoe, il avait un rêve, ce rêve c'était l'électricité, sauf que sa vie va basculer et du coup c'est comment dans les petites classes sociales comme ça on essaye quand même de s'en sortir malgré tout. C'est vraiment un album qui est très abouti et qui est une peinture assez intéressante de l'époque qu'il dépeint. Nous espérons vous avoir donné envie de venir emprunter les bandes dessinées. Dès demain à la médiathèque, donc dès le 6 février. Et pour rappel, donc vous avez jusqu'au mois de juin pour les lire et on espère vous retrouver très prochainement. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir.